Enlevez-lui son rein, docteur. Notre fille doit vivre. La voix de ma mère a tranché le silence de l'hôpital comme une lame glacée, tandis que je faisais semblant d'être sous sédatif dans le lit à accent grave côté. J'ai gardé les yeux fermés et contrôlé ma respiration, même lorsque j'ai senti mon cœur s'emballer. L'odeur du désinfectant mélangé à la sueur froide de ma propre peau me rappelait constamment où je me trouvais. Un lit d'hôpital à Seattle, avec des tubes sortant de mon corps et des machines qui bipaient à côté de moi. Monsieur et Madame Chen, nous devons tenir compte du fait que Tyler est également dans un état critique, répondit le médecin d'une voix fatiguée. Il a perdu beaucoup de sang dans l'accident. Retirer le deuxième rein serait extrêmement risqué. Risqué ? A interrompu brusquement mon père, la voix chargée d'impatience. Docteur, Tyler a toujours été un poids mort. Au moins, il servirait à quelque chose dans la vie. Je m'appelle Tyler Chen, j'ai 23 ans, et je viens de découvrir que mes propres parents sont prêts à me sacrifier pour sauver ma petite sœur, Sarah. L'accident de voiture s'est produit il y a 3 jours, lorsqu'un camion fou a percuté notre Honda Civic. Sarah souffre d'une insuffisance rénale grave, et moi, eh bien, je lui avais déjà donné un rein il y a 2 ans, lorsqu'elle a eu sa première crise. Tyler a toujours été un enfant difficile, a murmuré ma mère, comme pour justifier une décision commerciale. Sarah a un brillant avenir devant elle, docteur. Elle a été acceptée à Stanford. En médecine. Nous ne pouvons pas la laisser mourir à cause de lui. Ces mots m'ont transpercé le cœur plus profondément que n'importe quelle blessure de l'accident. J'étais là, faisant semblant d'être dans le coma, écoutant mes parents planifier ma mort avec le même détachement qu'ils auraient discuté de ce qu'ils allaient faire d'une vieille voiture. Le moniteur cardiaque s'est légèrement accéléré, mais personne ne sembla le remarquer. Je vais devoir consulter le comité d'éthique de l'hôpital, soupira le médecin. Ce n'est pas une décision que je peux prendre seul, surtout étant donné que Tyler a déjà fait un don auparavant. Faites ce qu'il faut, dit mon père d'un ton autoritaire. Mais faites vite. Nous ne voulons pas qu'il se réveille et complique inutilement les choses. Compliquer les choses. Voilà ma vie résumée en 3 mots par l'homme qui était censé me protéger. Une larme coula au coin de mon œil, mais je contrôlais ma respiration pour ne pas me trahir. Ils ne devaient pas découvrir que j'entendais chacun de leurs mots empoisonnés. Lorsque les voix s'éloignèrent dans le couloir, j'ouvris lentement les yeux. Le plafond blanc de l'hôpital semblait infini, mais mon esprit était déjà en train de vagabonder dans des directions complètement différentes. Il voulait mon deuxième rein pour Sarah ? Parfait. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais enregistré chaque mot de cette conversation sur mon téléphone portable, caché sous mon oreiller. Il ne se doutait pas non plus que j'avais accès à des informations dévastatrices sur la famille Chen. Des informations que je recueillais depuis des années, en attendant le moment propice pour les utiliser. Des documents, des enregistrements, des preuves qui pourraient détruire complètement la réputation irréprochable qu'il s'était construite au sein de la communauté chinoise de Seattle. Si vous aimez cette histoire de trahison familiale, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment cette situation a changé ma vie à jamais et comment j'ai transformé leur tentative de m'éliminer en la vengeance la plus calculée que j'ai jamais exécutée. Pendant que les infirmières vérifiaient mes signes vitaux toutes les 2 heures, j'ai commencé à élaborer mentalement quelque chose à laquelle ils ne s'attendaient pas. Parce que s'il y avait une chose sur laquelle mes parents avaient raison, c'était que j'étais un problème. Mais ils n'avaient encore rien vu de ce dont j'étais capable. Au cours des jours suivants, tout en faisant semblant d'être sous sédatif, j'en ai appris plus sur mes parents qu'en 23 ans de vie. Ils rendaient visite à Sarah à l'étage avec des fleurs fraîches, des chocolats importés et des murmures affectueux sur le fait que tout irait bien. Avec moi, ils apparaissaient rapidement pour signer des papiers médicaux, discutant toujours entre eux comme si j'étais un objet dans la pièce. Le médecin a dit que Tyler est stable, murmura ma mère à mon père lors d'une de ses visites rapides. Au moins, il sert à quelque chose, non ? Sarah doit reprendre ses études rapidement. Elle ne peut pas perdre son semestre à Stanford à cause de cette situation. Mon père ajusta sa cravate coûteuse, celle que je lui avais offerte pour la dernière fête des pères avec l'argent que j'avais économisé en travaillant à temps partiel. C'est dommage de gaspiller 2 reins sains pour quelqu'un qui ne fera jamais rien d'important. Tyler a toujours été limité. Au moins, comme ça, il contribue à l'avenir brillant de Sarah. Limité. Ce mot résonnait dans ma tête comme un coup de poing dans le ventre. C'était ainsi qu'il me voyait depuis toutes ces années. Pendant que Sarah prenait des cours particuliers de mandarin, de violon et de programmation, je travaillais dans la blanchisserie du quartier pour payer mes propres livres scolaires. Quand elle a reçu un MacBook Pro pour l'aider dans ses études, j'utilisais un ordinateur portable d'occasion qui plantait toutes les 5 minutes. La différence de traitement avait toujours existé, mais je l'attribuais au fait que Sarah était plus jeune, plus fragile à cause de ses problèmes rénaux. Je réalisais maintenant que c'était quelque chose de beaucoup plus profond et cruel. J'étais le fils jetable, le plan B,
la réserve pour quand Sarah aurait besoin de pièces de rechange. Le docteur Morrison a appelé, a dit ma mère en vérifiant son téléphone portable. Il a dit que le comité d'éthique se réunira demain pour discuter du cas. Nous devons préparer une présentation convaincante sur les raisons pour lesquelles Tyler devrait donner son deuxième rein. Je vais appeler notre avocat, répondit froidement mon père. Je suis sûr qu'on peut trouver une faille juridique. Tyler est majeur, mais si on arrive à prouver qu'il n'a pas la capacité mentale de prendre des décisions médicales complexes en raison du traumatisme de l'accident. Il prévoyait de me déclarer mentalement incapable afin de forcer le don. Ma propre famille complotait pour me transformer en un tas d'organes utiles. Mon moniteur cardiaque s'est légèrement accéléré, mais j'ai contrôlé ma respiration avant que quelqu'un ne le remarque. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me souvenir de toutes les coïncidences étranges de ma vie. Comme mes résultats au SAT qui avaient mystérieusement disparu avant les inscriptions à l'université, m'obligeant à repasser le test et à manquer les dates limites des meilleures facultés. Comme ma demande de bourse qui avait été rejetée pour dossier incomplet, alors que j'étais sûr de l'avoir envoyé correctement. Comme chaque fois que j'avais une bonne opportunité, stage, travail, relation amoureuse, quelque chose tournait mal de manière inexplicable. Tout s'expliquait désormais. Ils avaient systématiquement saboté toutes mes chances de construire un avenir indépendant. Ils avaient besoin que je reste dépendant, disponible, jetable. Sarah avait toujours été la star brillante, destinée à la grandeur. Je n'étais que le frère de remplacement, gardé à proximité en cas d'urgence médicale. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que pendant toutes ces années d'humiliation et de sabotage, j'avais développé deux compétences dont ils ne se doutaient pas, un sens de l'observation extrêmement aigu et une patience stratégique. Pendant qu'ils me sous-estimaient, je documentais tout. Conversations enregistrées accidentellement, emails enregistrés, documents photographiés, historique de virements bancaires suspects. J'avais des preuves qu'ils avaient détourné l'argent du fonds universitaire que ma grand-mère m'avait laissé, en le consacrant aux besoins médicaux spéciaux de Sarah. J'avais des enregistrements de conversations où ils discutaient de la manière de maintenir mon estime de moi à un niveau bas pour m'empêcher de remettre en question les décisions familiales. J'avais rassemblé des preuves montrant comment mon père avait utilisé ses contacts pour saboter mes opportunités professionnelles. Mais la découverte la plus bouleversante était cachée dans l'ordinateur du bureau à la maison. Les emails entre mes parents et le médecin privé de Sarah, discutant depuis des mois de la possibilité d'un deuxième don d'urgence. L'accident n'était pas une tragédie inattendue. C'était une opportunité qu'ils attendaient. Pendant qu'ils chuchotaient à propos de la capacité mentale et des failles juridiques, j'avais déjà accès à tous les comptes bancaires de la famille grâce au mot de passe que mon père n'avait jamais changé. Je savais qu'il avait contracté des emprunts secrets en utilisant mon nom comme garantie. Je connaissais les stratagèmes de fraude fiscale qui permettaient à la famille de maintenir son niveau de vie élevé. Sarah est entrée en boitant dans ma chambre pour la première fois depuis l'accident, appuyée sur une chaise roulante poussée par une infirmière. Son visage était pâle, mais ses yeux brillaient de cette détermination familière que je connaissais bien. « Tyler » a-t-elle murmuré en s'approchant de mon lit. « Je sais que tu ne peux pas m'entendre, mais je dois te dire ça. Tu as toujours été mon héros, tu sais? Quand tu m'as donné ton premier rein, tu m'as sauvé la vie. Maintenant, j'ai besoin que tu me sauves à nouveau. » Des larmes coulaient sur son visage, tandis qu'elle me tenait la main. Les médecins ont dit que sans une greffe rapide, je ne pourrais pas retourner à Stanford. Tout mon avenir, tous mes rêves, tout dépend de toi, une fois de plus. C'était presque drôle. Sarah croyait sincèrement qu'elle était émue et honnête avec moi. Elle ne se rendait pas compte qu'elle ne faisait que répéter le script que nos parents avaient répété avec elle. Ces mots sur le « héros » et le « sauver à nouveau » étaient les mêmes phrases que j'avais entendu ma mère utiliser au téléphone avec des parents éloignés, expliquant à quel point Tyler était un ange gardien pour sa sœur. La vérité, c'est que Sarah ne m'a jamais considéré comme un vrai frère. J'étais son donneur d'organes personnels, son assurance-vie ambulante. Elle acceptait mes sacrifices comme quelque chose de naturel, d'inévitable, de mérité. Lorsque j'ai donné mon premier rein à l'âge de 21 ans, la fête de remerciement qu'ils ont organisée était plus une célébration de sa survie qu'une reconnaissance de mon sacrifice. Mais cette fois, ce serait différent. Cette fois, je ne serais pas le frère obéissant qui donne des parties de son corps en souriant. Cette fois, ils découvriraient que leurs paroles ont des conséquences, que leurs actes ont un prix, et que sous-estimer Tyler Shane était la plus grande erreur de leur vie. Car pendant qu'ils planifiaient ma mort, je planifiais la renaissance d'une personne complètement nouvelle. Une personne qu'ils avaient créée sans s'en rendre compte. Une personne qui connaissait tous leurs secrets et qui avait enfin suffisamment de raisons pour les utiliser. Et quand le moment serait venu de montrer qui j'étais vraiment, ils découvriraient que leur fils limité était devenu bien plus dangereux qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Au petit matin, je me suis réveillé au son de voix qui chuchotaient dans le couloir.
Il était 3h15 du matin lorsque j'ai entendu ma mère parler nerveusement à quelqu'un au téléphone. « Docteur Morrison, nous devons accélérer le processus », disait-elle d'une voix pressante. Sarah perd des forces chaque jour. Tyler ne se réveillera pas, les sédatifs le maintiennent stable. C'est l'occasion rêvée. Je gardais les yeux fermés, mais mon cœur battait à tout rompre. Il faisait pression sur le médecin pour qu'il opère pendant que j'étais inconscient. La stratégie était simple. Si je ne pouvais pas donner mon consentement éclairé, ils argueraient qu'il s'agissait d'une urgence médicale justifiant l'intervention. « Je comprends vos préoccupations éthiques, docteur », a poursuivi ma mère, s'approchant maintenant de ma chambre. Mais Tyler a toujours été un enfant difficile. Même s'il survivait, quel genre de vie aurait-il? Sarah, en revanche, a un brillant avenir devant elle. Le choix est évident. Quel genre de vie aurais-je? La question résonna dans mon esprit comme un coup de poing dans le ventre. Pour eux, mon existence était déjà remise en question avant même l'opération. Je n'étais qu'un obstacle gênant entre Sarah et son brillant avenir. 2 heures plus tard, une infirmière que je ne reconnaissais pas est entrée dans ma chambre pour vérifier mes signes vitaux. Contrairement aux autres, elle se déplaçait avec plus de précaution, vérifiant qu'il n'y avait personne dans le couloir avant de s'approcher de mon lit. « Tyler », murmura-t-elle doucement, « je sais que tu es réveillé. Je m'appelle Sandra, et je travaille ici depuis 15 ans. J'ai vu beaucoup de familles traverser des moments difficiles, mais je n'ai jamais vu des parents parler de leur enfant comme les vôtres parlent de vous. » J'ai lentement ouvert les yeux et j'ai croisé le regard inquiet d'une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris relevés en un chignon parfait et aux yeux qui trahissaient des années d'expérience dans le domaine des tragédies familiales. « Ils essaient de vous imposer une opération qui pourrait vous tuer, » a-t-elle poursuivi en vérifiant à nouveau la porte. « Le comité d'éthique se réunit demain matin. Vos parents ont engagé un avocat spécialisé dans les affaires médicales pour faire valoir que vous n'avez pas la capacité mentale de prendre des décisions en raison du traumatisme causé par l'accident. » J'avais la gorge sèche, mais j'ai réussi à murmurer « Ils peuvent faire ça. » Sandra secoue tristement la tête. S'ils parviennent à prouver une incapacité mentale temporaire et si Sarah est vraiment dans un état critique, il existe une faille juridique. D'autant plus que vous avez déjà fait un don volontaire auparavant. Les guillemets qu'elle fit dans l'air en prononçant le mot « volontaire » me rappelèrent comment ce premier don s'était réellement passé. À 21 ans, tout juste sorti du lycée, j'étais émotionnellement vulnérable et financièrement dépendante. Mes parents ont utilisé tous les moyens de manipulation à leur disposition. Chantage émotionnel, isolement social et pression économique jusqu'à ce que j'y accepte de sauver ma petite sœur. Y a-t-il un moyen d'empêcher cela? Demandai-je, la voix encore faible mais déterminée. Sandra s'est approchée, baissant encore plus la voix. Tu as besoin d'un avocat indépendant. Quelqu'un qui n'a aucun lien avec ta famille. Et tu en as besoin avant la réunion de demain. Elle a discrètement glissé une carte de visite sous mon oreiller. Cette avocate est spécialisée dans la protection des patients vulnérables issus de familles abusives. Elle a déjà traité des cas similaires. Lorsque Sandra est partie, j'ai pris la carte et j'ai lu « Rebecca Martinez, défenseur des droits des patients ». J'ai mémorisé le numéro avant de cacher à nouveau la carte. C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision qui allait tout changer. Je ne serai plus le fils obéissant qui acceptait les sacrifices en silence. Je ne les laisserai pas me transformer en un tas d'organes de rechange pour Sarah. Pour la première fois de ma vie, je me battrai pour récupérer ma vie. Mais ma vengeance ne serait ni impulsive ni émotionnelle. Elle serait méticuleuse, dévastatrice et définitive. En attendant la prochaine heure de visite, j'ai commencé à organiser mentalement toutes les ressources dont je disposais. Les enregistrements secrets des conversations de mes parents. Les documents financiers que j'avais discrètement photographiés au fil des ans. Les emails compromettants auxquels ils ne se doutaient pas que j'avais accès. Mais l'arme la plus puissante de mon arsenal était quelque chose dont ils ne se doutaient pas, mon réseau de contacts indépendants. Pendant toutes ces années où ils m'ont traité comme un raté, j'ai noué des relations sincères avec des gens qu'ils méprisaient. Le mécanicien qui réparait ma voiture d'occasion connaissait toutes les astuces de mon père pour frauder le fisc. La femme de ménage qui nettoyait le bureau de ma mère m'avait parlé des documents qu'elle trouvait dans les poubelles. Le comptable injustement licencié par l'entreprise familiale était devenu mon ami et conservait des copies de dossiers compromettants. Il pensait que j'étais naïf et isolé. En réalité, j'avais accès à suffisamment d'informations pour détruire non seulement notre famille, mais aussi tout le réseau d'affaires corrompues qui soutenait notre niveau de vie. Lorsque mon père est arrivé en fin d'après-midi pour une visite rapide, j'ai gardé les yeux fermés pendant qu'il parlait au téléphone juste à côté de mon lit, comme si j'étais un meuble dans le salon. L'avocat dit que nous avons 80% de chances d'obtenir l'accord, a-t-il déclaré, visiblement satisfait. Tyler a toujours été émotionnellement instable.
Il ne sera pas difficile de prouver que le traumatisme de l'accident a affecté son jugement. Émotionnellement instable. Encore un mensonge pour justifier l'injustifiable. L'homme qui n'avait jamais passé plus de 10 minutes à me parler était en train de définir mon état mental pour un tribunal. Sarah doit être opérée avant la fin de la semaine, a-t-il poursuivi. Plus on attend, plus ça se complique. Tyler comprendra quand il se réveillera. C'est pour le bien de la famille. Pour le bien de la famille. La même phrase qu'ils avaient utilisée lorsqu'ils avaient détourné mes fonds universitaires. La même justification pour saboter mes emplois. La même excuse qu'ils utilisaient toujours lorsqu'ils me nuisaient pour favoriser Sarah. Après son départ, j'ai appelé Rebecca Martinez depuis le téléphone de l'hôpital, en me faisant passer pour un membre du personnel administratif qui avait besoin de consulter les droits des patients. J'ai besoin d'une représentation juridique immédiate, ai-je dit lorsqu'elle a répondu. Ma famille essaie de me forcer à subir une opération qui pourrait me tuer, et la réunion du comité d'éthique a lieu demain matin. Rebecca n'a pas hésité. Je serai là dans 2 heures. Ne signez rien, n'acceptez rien, et si quelqu'un essaie de vous donner des médicaments autres que ceux nécessaires pour soulager la douleur, appelez immédiatement l'infirmière. En attendant l'arrivée de l'avocate, j'ai finalisé mentalement la première phase de mon plan de vengeance. Non seulement j'allais empêcher l'opération forcée, mais j'allais profiter de cette occasion pour exposer publiquement chaque crime, chaque manipulation et chaque acte d'abus que mes parents avaient commis au fil des ans. Ils voulaient mon 2e rein? Parfait. En échange, je leur prendrais tout ce qu'ils avaient construit au détriment de ma dignité. Leur réputation, leurs affaires, leurs relations sociales, leur sécurité financière. Tout cela deviendrait mon trophée. Sarah entra en boitant dans ma chambre en fin d'après-midi, appuyée sur ses béquilles, le visage pâle mais déterminé. Pour la première fois depuis l'accident, elle semblait sincèrement inquiète pour moi. « Tyler, les médecins ont dit que tu pouvais te réveiller à tout moment », m'a-t-elle dit en s'asseyant prudemment sur la chaise à côté de mon lit. « Quand cela arrivera, je veux que tu comprennes quelque chose de très important. » J'ai gardé les yeux fermés, mais j'ai écouté attentivement chaque mot. « Je sais que c'est beaucoup te demander après tout ce que tu as déjà fait pour moi, » a-t-elle poursuivi, les larmes commençant à couler. « Mais les médecins ont dit que sans une greffe immédiate, je ne pourrais pas retourner à Stanford. Tous mes rêves, toute ma vie, tout dépend encore une fois de toi. » Même en faisant semblant d'être inconscient, j'ai senti une douleur aiguë dans ma poitrine. Sarah croyait vraiment que je devais sacrifier ma vie pour ses rêves. Elle avait été tellement influencée par nos parents qu'elle ne voyait même pas l'horreur de ce qu'elle me demandait. « Je te promets que si tu fais ça pour moi, j'honorerai ta mémoire pour toujours, » murmura-t-elle. « Je deviendrai le médecin dont j'ai toujours rêvé d'être, et je consacrerai ma carrière à sauver des gens comme toi. » Des gens comme moi. Elle considérait vraiment ma mort comme quelque chose de noble, un sacrifice qui donnerait un sens à mon existence auparavant sans valeur. C'est à ce moment-là que j'ai compris que Sarah n'était pas seulement une victime de la manipulation de nos parents. Elle était une participante active, une bénéficiaire consciente du système qui me transformait en un être jetable. Lorsque Rebecca Martinez est arrivée ce soir-là, déguisée en consultante médicale pour éviter les soupçons, nous avons commencé à élaborer une stratégie qui non seulement protégerait ma vie, mais garantirait également que toute la vérité sur la famille Chen soit révélée. « Ils ne savent pas à qui ils ont affaire », a déclaré Rebecca après avoir entendu toute mon histoire. « Nous avons suffisamment de preuves non seulement pour empêcher l'opération, mais aussi pour les poursuivre pour tentative de meurtre, fraude financière et abus psychologiques continus. » J'ai souri pour la première fois depuis des jours. Ce n'était pas un sourire de joie, mais d'anticipation. Mes parents avaient construit toute leur vie sur des mensonges, la manipulation et l'exploitation. Demain, lorsque le comité d'éthique se réunirait, ils découvriraient que le fils qu'ils avaient toujours sous-estimé était devenu l'architecte de leur propre destruction. Et pendant qu'ils dormaient paisiblement, convaincus qu'ils obtiendraient mon 2e rein le lendemain matin, j'étais éveillé, mettant la dernière touche au plan qui ferait de Tyler Chen une victime devenue vengeur. Rebecca Martinez avait travaillé toute la nuit pour transformer mon lit d'hôpital en centre de commandement juridique. Des documents jonchaient la table de chevet, un ordinateur portable ouvert affichait des transcriptions d'enregistrements audio, et une pile de preuves qui aurait fait sourire n'importe quel procureur s'élevait peu à peu. « Tyler, cela va bien au-delà d'empêcher une opération forcée », m'a-t-elle dit en ajustant ses lunettes tout en parcourant les fichiers sur son ordinateur portable. Avec ces preuves, nous parlons de poursuites pénales. Tentative de meurtre, fraude à l'assurance, manipulation financière systématique. Le plan que nous avons élaboré était simple en apparence, mais dévastateur dans son exécution. Tout d'abord, nous empêcherions la réunion du comité d'éthique en présentant des preuves de coercition familiale. Ensuite, nous exposerions publiquement tous les crimes que mes parents avaient commis pendant des années. Enfin,
nous veillerions à ce qu'ils subissent toutes les conséquences juridiques possibles. Mais la partie la plus satisfaisante du plan était de retourner leurs propres armes contre eux. Pendant des années, mes parents s'étaient bâtis une réputation irréprochable au sein de la communauté chinoise de Seattle. Mon père était respecté en tant qu'homme d'affaires intègre, ma mère en tant que philanthrope dévouée. Il assistait à des dîners de charité, parrainait des événements culturels et se présentait comme des piliers moraux de la société. Toute cette façade allait être détruite en quelques heures. Le timing est crucial, expliqua Rebecca en vérifiant sa montre. La réunion du comité est à 8 heures du matin. À 7h30, nous remettrons des copies complètes de toutes les preuves au Seattle Times, à Kiro News et à tous les blogs d'actualité asiatiques américains locaux. Pendant qu'elle organisait la stratégie juridique, je finalisais mentalement la stratégie émotionnelle. J'allais appeler chaque membre de ma famille, chaque ami de la famille, chaque contact professionnel que mes parents respectaient. Une conversation à la fois, pour leur raconter ma version de l'histoire avant qu'ils ne puissent contrôler le récit. Ce qui me motivait le plus, ce n'était pas la colère, mais la clarté. Pour la première fois de ma vie, j'avais le pouvoir de protéger d'autres personnes de ce que j'avais vécu. D'autres enfants jetables, d'autres parents manipulés, d'autres victimes de familles toxiques qui utilisaient les liens du sang comme des chaînes. Vers 5 heures du matin, Sandra est venue dans ma chambre avec une nouvelle qui a tout changé. « Tyler, je dois te dire quelque chose », m'a-t-elle dit en vérifiant qu'il n'y avait personne dans le couloir. « J'ai entendu une conversation entre tes parents et leur avocat dans le parking. Ils ne veulent pas seulement te forcer à subir l'opération. Ils prévoient de te transférer dans une clinique psychiatrique privée après l'opération. » Mon sang s'est glacé. Une clinique psychiatrique privée signifiait l'isolement total. Pas d'accès au téléphone, aucun contact avec le monde extérieur, aucune possibilité de révéler la vérité. Ils pourraient me garder là-bas indéfiniment, prétextant que le traumatisme de l'opération avait provoqué un effondrement mental. Ils ont déjà signé les papiers d'hospitalisation involontaire, a poursuivi Sandra. Le plan est de procéder à l'opération ce matin et de te transférer cet après-midi, avant que tu aies la possibilité de parler à quelqu'un. Rebecca a immédiatement pris son téléphone et a appelé ses contacts au tribunal. Nous avons besoin d'une injonction d'urgence. Tout de suite. Pendant qu'elle parlait rapidement avec des juges et des procureurs, j'ai compris que mes parents avaient élaboré le plan parfait pour me faire taire à jamais. Voler mon rein, détruire ma crédibilité mentale et m'enfermer là où je ne pourrais plus jamais les déranger. Mais ils ont commis une erreur fatale. Ils ont complètement sous-estimé l'ampleur de mes préparatifs. Pendant toutes ces années où ils m'ont traité comme si j'étais invisible, j'avais tout documenté. Chaque virement bancaire suspect, chaque conversation compromettante, chaque document juridique douteux. J'avais créé des sauvegardes numériques stockées sur plusieurs comptes cloud, avec des instructions pour qu'elles soient automatiquement divulguées si quelque chose m'arrivait. Si vous suivez cette histoire de manipulation familiale, abonnez-vous à la chaîne, car ce qui s'est passé lors de la réunion du comité d'éthique n'était que le début d'un revirement auquel personne, pas même moi, n'était tout à fait préparé. À 6h30 du matin, alors que mes parents arrivaient confiants à l'hôpital dans l'espoir de sceller mon destin, Rebecca a reçu l'appel que nous attendions. « On a réussi », a-t-elle dit en raccrochant avec un sourire féroce. L'injonction a été approuvée. Le transfert est bloqué. Mieux encore, le juge a autorisé une enquête criminelle complète sur la coercition médicale et l'abus financier. Il était temps de montrer à la famille Chen que le fils qu'ils avaient toujours considéré comme « jetable » était devenu bien plus dangereux qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Et lorsque la porte de cet hôpital s'ouvrirait pour la réunion du comité, ce ne serait pas seulement ma vie qui changerait à jamais. À 7h55 du matin, mes parents sont arrivés à l'hôpital avec la confiance de ceux qui considèrent déjà la partie gagnée. Ma mère portait un dossier contenant les documents d'hospitalisation psychiatrique, tandis que mon père était au téléphone avec l'avocat, réglant les derniers détails juridiques. Oui, dès que l'opération sera terminée, il ira directement à la clinique Evergreen, disait-il en marchant dans le couloir. 3 mois d'hospitalisation involontaire devraient suffire pour qu'il accepte sa nouvelle réalité. Ils entrèrent dans la salle du comité d'éthique et trouvèrent une table remplie de médecins, d'administrateurs hospitaliers, et, à leur grande surprise, Rebecca Martinez assise à côté d'un homme qu'ils ne reconnurent pas, le procureur adjoint Michael Crawford. « Où est Tyler ?» demanda ma mère en regardant sa montre. L'opération était prévue pour 8 heures. À ce propos, dit le docteur Morrison en ajustant nerveusement ses lunettes. Il y a eu quelques complications juridiques pendant la nuit. C'est à ce moment-là que les portes s'ouvrirent et que j'entrai en marchant de mes propres jambes, vêtu d'une blouse d'hôpital, mais complètement lucide et déterminé. Le choc sur le visage de mes parents fut instantané et délicieux. « Tyler !» s'écria ma mère en se levant de sa chaise. « Tu devrais être sous sédatif. Comment peux-tu marcher ?»
Bonjour maman, papa, dis-je calmement en m'asseyant sur la chaise que Rebecca m'avait réservée. Désolé pour le drame, mais je devais m'assurer que vous étiez tous les deux pleinement engagés dans votre plan avant de vous révéler que j'étais réveillé depuis le début. Le silence dans la pièce était assourdissant. Mon père ouvrait et fermait la bouche à plusieurs reprises, comme un poisson hors de l'eau, tandis que ma mère s'agrippait au bord de la table pour rester en équilibre. Tu as tout entendu, murmura-t-elle, le visage livide. Chaque mot empoisonné, répondis-je, ma voix résonnant dans la pièce silencieuse. Y comprit la partie où vous m'avez traité de poids mort et où vous avez planifié ma mort pour sauver Sarah. Et aussi la partie sur la clinique psychiatrique pour me faire taire après l'opération. Rebecca se leva et ouvrit son dossier contenant des documents méticuleusement classés. Messieurs les membres du comité, j'aimerais vous présenter des preuves de coercition familiale, de tentative de meurtre et de complot en vue de commettre une fraude médicale. Le premier enregistrement qu'elle fit écouter était la conversation de mes parents avec le médecin, enregistrée sur mon téléphone portable 3 jours auparavant. Leurs propres voix résonnèrent dans la pièce, il a toujours été un poids mort. Au moins, ça lui servirait à quelque chose dans la vie. Mon père a essayé de se lever. C'est illégal. Enregistré sans consentement. En fait, a interrompu le procureur Crawford, les enregistrements dans des environnements où il n'y a pas d'attente raisonnable en matière de vie privée sont tout à fait admissibles, en particulier lorsqu'ils documentent une activité criminelle. Rebecca a continué à présenter preuve après preuve. Des emails entre mes parents discutant de la manière de maintenir ma dépendance émotionnelle pour de futurs besoins médicaux. Des virements bancaires montrant comment ils avaient détourné mes fonds universitaires pour financer des traitements expérimentaux coûteux pour Sarah. Des documents prouvant comment ils avaient saboté mes opportunités d'emploi pour me garder disponible. Ce que vous avez créé, ai-je dit en me levant et en les regardant droit dans les yeux, c'est un système dans lequel je n'existais que comme banque d'organes pour Sarah. Vous avez systématiquement détruit mon estime de moi, saboté mon avenir et conditionné à accepter n'importe quel sacrifice pour la famille. Ma mère s'est mise à pleurer, mais ce n'étaient pas des larmes de regret. C'étaient les larmes de quelqu'un qui venait de réaliser qu'il avait complètement perdu le contrôle de la situation. « Tyler, tu ne comprends pas », a-t-elle supplié. « Sarah a tellement de potentiel. Elle peut sauver des vies en tant que médecin. Tu n'as jamais été aussi studieux qu'elle. Tu n'as jamais été intellectuel. » Rebecca a ri froidement en sortant un autre document. Tyler avait une bourse d'études complète en génie biomédical à Stanford avant que vous ne sabotiez ses papiers. Ses résultats au SAT étaient dans le 98e centile avant de mystérieusement disparaître du système. Cette révélation frappa mes parents comme un coup de poing dans l'estomac. Ils n'avaient jamais su que j'avais découvert l'existence de Stanford. Pendant des années, ils avaient cru que j'étais vraiment inférieur sur le plan scolaire, alors qu'en réalité, ils avaient activement détruit toutes les chances que j'avais d'avoir. Mais le plus intéressant, continuai-je, sentant une froide satisfaction m'envahir, c'est que vous avez fait tout cela pour rien. Sarah n'avait pas besoin de mon deuxième rein. Le silence dans la pièce est devenu encore plus pesant. Tous les regards se sont tournés vers moi. « Expliquez-moi cela », a dit le docteur Morrison, clairement déconcerté. Rebecca a souri, révélant notre dernier atout. Nous avons fait passer des examens médicaux indépendants à Tyler hier soir. Ses reins fonctionnent parfaitement. Mais plus important encore, son groupe sanguin est totalement incompatible avec celui de Sarah pour une greffe rénale. « Impossible !» s'écria mon père. Les examens effectués il y a 2 ans ont montré une compatibilité totale. Des examens falsifiés par le docteur Peterson, qui faisait l'objet d'une enquête de la commission médicale pour pratiques frauduleuses, répondit le procureur Crawford. Le premier rein que Tyler a donné à Sarah, il provenait d'un donneur décédé dans le cadre du programme régulier de transplantation. Tyler a subi une opération chirurgicale totalement inutile et traumatisante. La salle a explosé dans un murmure choqué. Certains membres du comité se sont levés, clairement indignés. Mes parents étaient paralysés, réalisant l'ampleur de la manipulation dont ils avaient été victimes. Vous m'avez ouvert et m'avez fait croire que j'avais sauvé la vie de ma sœur, ai-je dit, ma voix montant en intensité. Vous m'avez fait porter ce poids émotionnel pendant 2 ans, l'utilisant pour justifier chaque sacrifice supplémentaire que vous m'avez imposé. Sarah a été amenée dans la salle à ce moment-là, poussée dans son fauteuil roulant par une infirmière. Son visage était pâle, mais pas à cause de la maladie, plutôt du choc total provoqué par tout ce qui était révélé. « Tyler », murmura-t-elle, les larmes coulant sur son visage. « Je ne savais pas. Je te jure que je ne savais rien à propos de Stanford, des faux examens, de rien de tout ça. »« Je sais que tu ne savais pas, Sarah, » répondis-je doucement. « Tu as été manipulée autant que moi. »
La différence, c'est que vous avez été protégé et choyé, tandis que j'ai été saboté et sacrifié. Le procureur Crawford s'est levé et s'est adressé à mes parents. Robert et Linda Chen, vous êtes arrêtés pour complot en vue de commettre des voies de fait, fraude médicale, abus financiers et tentative de meurtre. Vous avez le droit de garder le silence. Alors qu'on menottait mon père, il a crié un dernier appel désespéré. « Tyler, nous sommes ta famille. Tu ne peux pas nous faire ça. » Je me suis arrêté à la porte, jetant un dernier regard en arrière. Une famille ne sabote pas les rêves de ses enfants. Une famille ne ment pas au sujet d'opérations chirurgicales inutiles. Et une famille ne planifie certainement pas le meurtre d'un enfant pour en favoriser un autre. Alors qu'ils étaient emmenés par les agents de sécurité, Sarah m'a pris la main pour la première fois depuis des années. « Qu'est-ce qui va nous arriver maintenant » m'a-t-elle demandé d'une voix faible et effrayée. « Maintenant » lui ai-je répondu en l'aidant à se lever de son fauteuil roulant. Elle était physiquement plus forte qu'elle ne le laissait paraître. « Nous allons apprendre à être de vrais frères et sœurs. Sans mensonge, sans manipulation, sans que l'un de nous soit sacrifié pour l'autre. » Mais tandis que nous marchions ensemble dans le couloir de l'hôpital, je savais que le véritable rebondissement était encore à venir. Car ce que mes parents n'ont jamais découvert, c'est que je n'étais pas seulement la victime dans cette histoire. J'étais devenu l'architecte d'une nouvelle réalité qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. 6 mois plus tard, j'étais assis dans mon nouveau bureau d'avocat dans le centre-ville de Seattle, lisant les gros titres du Seattle Times, les anciens dirigeants de chaînes condamnés à 10 ans de prison pour tentative de meurtre et fraude médicale. La photo montrait mes parents escortés vers la prison, les menottes brillant sous les flashs des appareils photo. Le procès avait été un spectacle dévastateur. Chaque élément de preuve présenté par Rebecca avait systématiquement détruit la réputation qu'ils avaient bâtie pendant des décennies. Les emails sur le maintien de ma dépendance émotionnelle avaient été lus à haute voix. Les enregistrements où ils me traitaient de « poids mort » avaient résonné dans la salle d'audience. Les virements bancaires frauduleux avaient été projetés sur des écrans géants. Mais la preuve la plus accablante a été le témoignage du docteur Peterson, qui a avoué sous immunité avoir falsifié mes examens médicaux en échange de 50 000 $. La salle est restée silencieuse lorsqu'il a admis que je n'avais jamais eu besoin de subir une intervention chirurgicale, que mon premier rein avait été retiré sans aucune nécessité médicale. Ce qui me frappe le plus, a déclaré le juge lors du prononcé de la sentence, c'est le sang-froid calculé avec lequel les accusés ont planifié non seulement d'exploiter, mais aussi de potentiellement assassiner leur propre enfant au profit d'un autre. Cela va bien au-delà de la négligence parentale, c'est de la sociopathie avérée. Mon père a tenté un dernier appel à l'émotion lors de son témoignage. « Votre honneur, nous voulions seulement le meilleur pour notre famille. Tyler a toujours été difficile. Sarah avait tellement de potentiel. » Mais ces paroles ne faisaient que confirmer tout ce que j'avais allégué. Même face à une décennie de prison, il ne parvenait toujours pas à voir l'erreur morale fondamentale qu'il y avait à me traiter comme un objet jetable. Sarah, qui vivait désormais avec moi pendant ses études de psychologie à l'université de Washington, était dans le public pendant toute la sentence. Des larmes coulaient sur son visage, non pas de tristesse pour ses parents, mais de colère d'avoir enfin compris tout le système d'abus dont elle avait bénéficié pendant des années. « Tyler, » murmura-t-elle après le départ de ses parents, « comment peux-tu me pardonner d'avoir pris part à tout cela ? » « Parce que tu as aussi été victime, Sarah, » répondis-je en passant mon bras autour de ses épaules. « Ils t'ont conditionné à accepter mes sacrifices comme quelque chose de naturel. Tu n'as jamais eu la chance de développer une empathie sincère ou de comprendre la réciprocité saine. Mais maintenant, tu en es capable. » La transformation de Sarah avait été radicale. Après avoir découvert la vérité sur mes examens falsifiés et les sacrifices inutiles, elle a insisté pour payer une thérapie pour nous deux avec l'argent qu'elle avait hérité de notre grand-mère, de l'argent que nos parents n'avaient jamais réussi à voler car il se trouvait dans un fonds fiduciaire protégé. Elle a changé de domaine, passant de la médecine à la psychologie, pour se spécialiser dans les traumatismes familiaux et la manipulation parentale. Je veux aider d'autres familles à identifier ces schémas avant qu'elles n'en arrivent là où nous en sommes, m'a-t-elle expliqué lors d'une de nos séances de thérapie commune. 3 mois après le procès, j'ai lancé ma propre organisation, la Second Chance Foundation, un centre d'aide juridique pour les jeunes adultes victimes d'abus médicaux et financiers au sein de leur famille. Grâce à l'argent que j'ai reçu en dommages et intérêts de l'hôpital et de la clinique du Dr Peterson, j'ai créé un réseau de soutien pour les personnes qui ont vécu la même chose que moi. Le premier cas que nous avons traité concernait une jeune fille de 19 ans dont les parents voulaient la forcer à donner une partie de son foie à son frère alcoolique. Le deuxième concernait un jeune homme dont les parents avaient usurpé l'identité pour contracter des emprunts frauduleux. Le troisième concernait des jumelles qui avaient découvert qu'elles avaient été adoptées dans le but précis de servir de banque d'organes pour une troisième sœur atteinte d'une maladie génétique rare. Chaque histoire que nous entendions confirmait que notre expérience n'était pas isolée.
Il existait une épidémie silencieuse de familles qui traitaient certains de leurs enfants comme des ressources jetables pour d'autres. Ce que vous faites va au-delà de la vengeance, a déclaré Rebecca lors de notre réunion mensuelle d'examen des cas. Vous avez transformé un traumatisme personnel en protection systématique pour les autres. C'est l'évolution humaine dans sa forme la plus pure. 6 mois après la condamnation, j'ai reçu un appel inattendu. C'était une journaliste d'investigation de CNN intéressée par la réalisation d'une série documentaire sur la maltraitance médicale au sein de la famille. Votre histoire a été un catalyseur, m'a-t-elle expliqué. Au moins 50 familles nous ont déjà contactés pour nous faire part de situations similaires après que votre histoire a été rendue publique. Si vous regardez cette histoire et reconnaissez des schémas similaires dans votre propre famille, sachez que vous n'êtes pas seul et que des ressources sont à votre disposition. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de dépassement de soi et de transformation qui peuvent sauver des vies. La série documentaire a été diffusée 8 mois plus tard, et son impact a été énorme. Des hôpitaux à travers tous les États-Unis ont mis en place des protocoles plus stricts pour les transplantations familiales. 3 États ont adopté des lois spécifiques criminalisant la coercition médicale familiale. La loi Tyler-Shen est devenue un modèle national pour protéger les jeunes adultes contre l'exploitation médicale par des membres de leur famille. Sarah a obtenu son diplôme avec mention très bien et travaille désormais comme thérapeute spécialisée dans les traumatismes familiaux dans notre centre. Elle a développé un protocole innovant pour identifier les dynamiques abusives dans les familles qui recherchent des traitements médicaux pour leurs enfants. Ce qui est intéressant, m'a-t-elle récemment confié, c'est que la thérapie m'a aidé à comprendre que nos parents étaient eux aussi victimes de leurs propres parents. Mon grand-père a toujours traité mon père comme un moins que rien par rapport à son frère préféré. Ma mère a grandi dans une famille où les femmes n'étaient valorisées que pour leur capacité à s'occuper des hommes. Cela explique leur comportement, ai-je répondu, mais cela ne le justifie pas. Ils ont eu des décennies pour briser le cycle et ils ont choisi de le perpétuer. À l'occasion du 2e anniversaire de notre victoire juridique, nous avons organisé un événement caritatif pour la Fondation. Plus de 300 personnes étaient présentes, dont des survivants que nous avons aidés, des familles qui se sont réconciliées grâce à notre thérapie et des professionnels de santé qui ont mis en œuvre nos protocoles. Pendant mon discours, j'ai regardé Sarah au premier rang et je lui ai dit « La famille biologique, c'est comme une maison où l'on est. Vous ne choisissez pas l'architecture, les fondations ou les problèmes structurels. Mais la vraie famille, c'est comme une maison que vous construisez. Vous choisissez chaque matériau, chaque design, chaque personne qui y entre. » Sarah et moi avons démoli la maison toxique dans laquelle nous avons grandi et avons construit quelque chose de complètement nouveau, basé sur l'amour sincère, le respect mutuel, la protection réciproque. Les dernières nouvelles que j'ai eues de mes parents m'ont été transmises par Sarah, qui leur rend encore visite de temps en temps en prison. Mon père a développé de graves problèmes cardiaques et comprend enfin l'ironie de devoir potentiellement subir une greffe d'organes alors qu'il purge une peine pour avoir tenté d'en obtenir une. Ma mère suit une thérapie obligatoire en prison et, selon Sarah, elle montre pour la première fois des signes de repentir sincère. Elle parle de vous sans arrêt, m'a dit Sarah. Elle veut savoir si vous serez capable de lui pardonner un jour. Le pardon est possible, ai-je répondu. Mais la réconciliation nécessite une confiance qui doit être reconstruite par des actions cohérentes, pas seulement par des mots. Ils ont détruit cette confiance de manière si systématique qu'il faudrait toute une vie de changement sincère pour la reconstruire. La semaine dernière, j'ai reçu un email qui m'a fait arrêter tout ce que je faisais. Il provenait d'une famille de Portland qui nous remerciait d'avoir empêché leur fille de 16 ans d'être contrainte de donner un rein à son frère. « Vous avez sauvé notre famille de la destruction », ont-ils écrit. Nous suivons maintenant une thérapie ensemble et apprenons des moyens sains de soutenir nos 2 enfants. J'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis dirigé vers la fenêtre de mon bureau, observant Seattle s'animer en contrebas. Il y a 5 ans, j'étais dans un lit d'hôpital, écoutant mes parents planifier ma mort. Aujourd'hui, je dirige une organisation qui a déjà protégé plus de 200 familles confrontées à des dynamiques similaires. La vengeance que je recherchais n'a jamais été de détruire mes parents, mais de construire un monde où d'autres enfants n'auraient jamais à vivre ce que j'ai vécu. La véritable victoire n'a pas été de les voir en prison, mais de voir des familles se reconstruire, des jeunes se protéger et une épidémie silencieuse enfin reconnue et combattue. Si cette histoire de transformation et de dépassement vous a touché, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour découvrir d'autres histoires vraies de personnes qui ont transformé leurs souffrances les plus profondes en une raison d'être et en une protection pour les autres. Car parfois, la plus grande vengeance n'est pas de détruire ceux qui vous ont fait du mal, mais de construire quelque chose de si puissant qu'il empêche d'autres personnes de vivre la même souffrance. Au moment où j'écris ces derniers mots, Sarah est dans la pièce voisine, en train d'aider une mère désespérée dont l'ex-mari tente de forcer sa fille de 15 ans à subir une opération chirurgicale inutile. Le cycle que nos parents ont perpétué pendant des générations s'est arrêté avec nous.
Et quand je me regarde dans le miroir aujourd'hui, je ne vois plus le garçon jetable qu'ils ont élevé. Je vois Tyler Sheen, protecteur des familles, bâtisseur d'espoir, et preuve vivante que parfois, la trahison la plus brutale peut devenir le catalyseur d'une transformation des plus puissantes. La dernière fois que j'ai pensé à eux avec colère, c'était il y a 2 ans. Maintenant, quand je pense à eux, je ne ressens que de la gratitude. Car sans leur cruauté, je n'aurais jamais découvert ma véritable mission. Veiller à ce qu'aucun enfant ne soit traité comme un pion dans le jeu de pouvoir des adultes. Ils ont essayé de m'utiliser comme banque d'organes. Je suis devenu une banque d'espoir pour des centaines de familles. Au final, qui a vraiment gagné?